Bonjour, bienvenue à Hello Santé Nutrition, 3 jours d'information pour vous les éleveurs. Avec les rédactions de Filière Avicole, Pormag et PLM, on fait le point sur les dernières innovations pour vous permettre d'être plus performant et donc plus rentable. Enterococcus salmonelle, comment prévenir l'apparition de ces pathogènes ou des pathogènes tout simplement, hein? C'est la question qu'on va se poser dans ce webinaire réalisé avec le groupe L'Allemand. Groupe L'Allemand spécialisé depuis plus de 100 ans dans le développement, la production et la distribution de levures et de bactéries pour toutes les activités où il y a de la fermentation. Alors, boulangerie, œnologie, santé humaine, mais aussi la nutrition animale. Sur le plateau d'Hello Santé Nutrition, avec moi, Sébastien Labouche et Serge Soler. Bonjour Sébastien. Bonjour. Vous êtes technico-commercial de l'Allemand Animal Nutrition. Bonjour Serge Soler. Bonjour. Vous êtes vous et aussi également technico-commercial l'Allemand Animal Nutrition. Et en visio depuis Toulouse, on va la voir, Sylvie Binda. Bonjour Sylvie. Bonjour. Vous nous entendez bien ? Oui, parfaitement, merci. Eh bien, on revient vous voir dans quelques minutes. Serge, on parle volaille, on parle pathogène. Tous les élevages de volailles sont confrontés aux boiteries. Il faut toujours y faire attention. C'est pas toujours facile. Mais Serge, loin s'en faut, quel est l'enjeu pour les éleveurs aujourd'hui ? L'enjeu pour les éleveurs aujourd'hui, c'est qu'ils puissent gagner leur vie avec leurs élevages. Et pour cela, il faut que les volailles performent. On doit améliorer les caractéristiques techniques, comme augmenter le poids vif, baisser l'indice de consommation ou baisser la mortalité. La problématique, c'est que la prévalence des pathogènes naturellement présents dans l'environnement ne cesse d'évoluer. Pour vous donner un ordre d'idée, quand on parle d'Enterococcus secorum, la prévalence entre 2006 et 2020 est passée de 0,4% à 12,4%. Ah oui, ce qui est significatif. Ça augmente. Tout à fait. Alors, on est là ce matin pour vous présenter justement des alternatives aux antibiotiques qui permettent de contenir les pathogènes dans l'environnement de la volaille, mais aussi dans le tube digestif de la volaille. D'accord, ok. Sébastien, ces alternatives sont basées sur le pilotage du microbiote de la volaille. Alors avant toute chose, j'aimerais, Sébastien, que vous nous rappeliez précisément les choses. Qu'est-ce que c'est le microbiote ? Alors on parle du microbiote intestinal, qui est en fait l'écosystème constitué de l'ensemble des micro-organismes contenus dans le tube digestif de nos animaux. Donc un microbiote va intervenir bien sûr sur les fonctions digestives, mais il a également un rôle très important sur la santé générale de nos volailles. Et donc un microbiote en bonne santé sera riche, diversifié, peu abondant en opportunistes, donc équilibré. En bactéries ou en microbes, hein, c'est ça ? C'est bien ça. Ouais. Et quand et pour donner une idée, donc quand on parle de richesse, dans 1 gramme du contenu digestif d'une poule adulte, on dénombrera plus de bactéries qu'il n'y a d'habitants sur Terre. Dans 1 gramme ? Plus de bactéries que d'habitants au total sur Terre. Donc c'est vraiment des quantités phénoménales. Alors, Sébastien, comment le microbiote s'installe aujourd'hui chez la volaille ? Lorsque le poussin ou le dindonneau éclot, son tube digestif est vierge, donc il va construire progressivement en fait son microbiote au contact de son environnement. Donc lorsque le poussin par exemple est couvé et éclot au contact de la poule, son microbiote va se construire au contact de l'adulte et de l'environnement de l'adulte. Donc en une petite semaine, donc entre 5 et 7 jours, il obtiendra un microbiote mature, donc proche de celui de l'adulte. Dans nos conditions d'élevage modernes, il est nécessaire en fait d'avoir une séparation entre l'adulte et le jeune pour éviter la transmission des maladies, qu'elles soient virales ou bactériennes. Et dans ce contexte, au pouvoir, donc nos jeunes oiseaux vont éclore dans un environnement propre, désinfecté, donc pauvre. Oui, bien sûr. Et donc on va avoir une installation de microbiote beaucoup plus tardive, donc en 4 à 5 semaines. Ah oui, là où on mettait 4 à 5 jours. C'est exactement ça. Et donc dans cet intervalle, le risque est le développement d'opportunistes qui pourraient affecter la santé des jeunes oiseaux et donc le démarrage du lot. Bien sûr. Alors, ce microbiote dont on voit qu'il est plus long dans nos conditions modernes d'élevage, plus long à s'installer dans nos petites volailles, est-ce qu'il est stable, Serge ? Est-ce qu'il évolue dans le temps ? Je précise ma question. Qu'est-ce qui peut altérer ou agir sur ce microbiote ? En fait, c'est toute forme de stress qui vont agir sur le microbiote. Toute forme de stress ? Oui, c'est-à-dire par exemple un stress thermique. Oui. Un stress de transition alimentaire, ou un stress avec une concentration forte en pathogènes dans le tube digestif. Et ce qui va se passer, c'est que le stress
induit une inflammation du tube digestif. D'accord. Donc tout stress peut induire une inflammation du tube digestif. Alors on voit que beaucoup de choses se jouent sur ce microbiote de l'animal. Alors si le travail sur le microbiote des animaux est plus récent, la recherche et le travail sur le microbiote humain ne datent pas d'hier. En particulier chez vous, dans le groupe L'Allemand, qui, je le rappelle, est spécialisé sur les fermentations depuis plus d'une centaine d'années. Nous sommes donc en ligne avec Sylvie Minda. Rebonjour Sylvie. Rebonjour. Vous êtes vice-présidente. Vous êtes vice-présidente, Sylvie, recherche et développement L'Allemand Solutions Santé pour les humains, je précise. Quelle expérience l'Allemand, justement, a développé sur le microbiote en santé humaine ? Alors, depuis 1934, on a créé l'Institut Roselle sur le microbiote, justement, et on a en fait déposé des produits dès les années 60, par exemple un des produits qui s'appelle Fermalac, et dont l'enjeu était ce qu'on appelle le maintien de la flore intestinale chez l'humain, parce qu'on sait que tous les jours, en fait, on est challengé, c'est-à-dire que cette flore change, et en fait, l'enjeu, c'est vraiment de la stabiliser. Et on avait vraiment raison, parce que depuis l'explosion de la connaissance sur le microbiote, depuis une quinzaine d'années aujourd'hui, on voit effectivement un lien très fort entre le microbiote, les états de santé et la santé digestive en particulier. Alors Sylvie, est-ce que ce travail d'innovation, d'avancée se poursuit sur le microbiote humain et sur quoi vous travaillez pour demain ? Alors, on travaille toujours de plus en plus, c'est-à-dire que le microbiote est partout, on l'évalue systématiquement dans toutes nos activités cliniques, c'est-à-dire d'évaluation de nos probiotiques. On a deux enjeux majeurs maintenant, je dirais, c'est à la fois l'enjeu de bien vieillir, parce qu'on vieillit tous, et il y a de plus en plus de gens âgés, en fait, sur Terre. Donc ça, c'est un principal enjeu, et on sait que le microbiote a un rôle majeur. Et le second, c'est cette fameuse découverte de l'axe cerveau-intestin, c'est-à-dire de démontrer que finalement, le microbiote va jouer aussi un rôle sur la stabilisation des stress, les états un peu dépressifs. Et en fait, les probiotiques vont aider en fait finalement à maîtriser un peu ces états de stress, à s'apaiser. Et on sait tous que quand on est apaisé, on va mieux. En fait, la notion de bien-être est très liée à ce niveau, je dirais, de santé nerveuse. Donc ça, c'est un axe majeur aussi pour nous chez l'humain. Oui, d'accord, vous avez tout à fait raison et tous les éleveurs le savent. Un animal apaisé, sans aucun stress, va faire une croissance plus rapide et sera donc évidemment plus performant. Merci Sylvie, bonne journée à vous. On voit donc tout le savoir-faire du groupe L'Allemand sur le microbiote humain, savoir-faire sur lequel vous vous appuyez, Sébastien, en nutrition animale, pour bien comprendre le fonctionnement du microbiote des volailles. Regardons justement d'une manière un peu plus précise la physiologie de la volaille. On a vu que tout stress, c'est ce que nous a dit Serge tout à l'heure, tout stress provoque une inflammation. Mais allons encore plus loin, Sébastien. Qu'est-ce qui se passe chez nos volailles en cas d'inflammation ? En cas d'inflammation, on va avoir des modifications physiologiques importantes. Donc on va le voir là sur les photos. Donc sur la photo de gauche, donc on voit un tube digestif sans inflammation, donc ici une partie du duodénum, donc qui est rose pâle, alors que sur la photo de droite, en présence d'inflammation, donc on a exactement comme quand on se tape avec le marteau sur le doigt, un afflux de sang, donc le tube digestif devient rouge, d'ailleurs on le voit bien sur la photo de droite, donc qui est une coupe de la paroi intestinale où on distingue très nettement en fait les vaisseaux sanguins qui sont dilatés, qui amènent beaucoup de sang. Ah oui, on voit donc ces points rouges, c'est les vaisseaux sanguins dilatés. Afflux de sang plus important, ça c'est l'inflammation. C'est exactement ça, alors que vous voyez bien que sur la photo de gauche, on a du mal à l'identifier. D'accord, alors du coup, quelles conséquences sur le microbiote ? Mais la conséquence, c'est une modification de cet état physiologique va modifier également l'équilibre du microbiote. Donc, en absence d'inflammation, en temps normal, il n'y a pas d'oxygène dans le contenu intestinal. D'accord. Qui favorise le développement de nos bonnes bactéries, donc qui sont des bactéries anaérobies strictes, donc des bactéries lactiques, des bactéries cellulolytiques. Quand on a de l'inflammation, donc on l'a vu, on a un afflux de sang, et avec cet afflux de sang, on a un apport d'oxygène important, dont une partie va passer dans la lumière intestinale. D'accord. Ah, la différence, c'est ça, c'est l'oxygène, l'arrivée de l'oxygène. C'est exactement ça, puisque ça va perturber du coup nos bonnes bactéries, qui elles n'aiment pas l'oxygène, donc ça va perturber leur développement. Alors que ça va favoriser les flores indésirables, donc qui sont des flores anaérobies facultatives, donc qui vont utiliser cet oxygène comme carburant pour se développer. Et donc on va voir se développer des entérobactéries, donc des colies, des salmonelles par exemple. D'accord. Et l'autre conséquence de cette inflammation, elle est sur la perméabilité de la paroi intestinale. Donc qui va permettre à certains germes, comme Enterococcus par exemple, de passer dans la circulation sanguine, d'aller se loger dans les articulations et de provoquer les boiteries caractéristiques que l'on connaît. D'accord, c'est ça qui provoque les boiteries. Alors, développons. Allons encore plus loin. Serge, comment ça se passe
concrètement pour Enterococcus? En fait, le microbiote peut interagir sur le développement d'Enterococcus. Il y a deux paramètres qui sont importants dans le microbiote, c'est la diversité bactérienne et la richesse bactérienne. Si on a un microbiote qui est riche et diversifié, on va avoir de la concurrence au niveau des bactéries, et donc Enterococcus ne va pas pouvoir se développer. Elle va être inhibée, bloquée quelque part. Tout à fait. Par contre, si le microbiote est pauvre et peu diversifié, là, il y a moins de compétition. Donc Enterococcus va pouvoir se développer de manière précoce dans la vie d'une volaille et se développer en grosse quantité. La problématique, c'est que avec l'utilisation d'antibiotiques, on crée ce phénomène, puisque les antibiotiques, en fait, détruisent une partie des mauvaises bactéries, mais aussi des bonnes. Donc on crée un milieu pauvre et peu diversifié. Favorable à l'Enterococcus, finalement. Tout à fait, et même aux autres pathogènes qui sont présents dans l'environnement. Après un antibiotique, le risque notamment de colibacillose est très fort. D'accord, ok. Donc on a bien compris que les antibiotiques agissent négativement, très négativement. Vous venez de nous le montrer, Serge, sur le microbiote. Ça, c'est dans le système digestif de la volaille. Sébastien, est-ce que l'environnement de la volaille joue également un rôle sur le microbiote? Alors oui, on a plusieurs études internes confirmées par des études plus récentes qui montrent une corrélation forte entre le profil des flores, donc des profils des flores isolés en fait sur les fientes, donc les fientes qui sont quand même le miroir du microbiote, et le profil des flores analysées sur les poussières de l'environnement de ces mêmes animaux, qui montrent un lien assez étroit. Et notre expérience terrain montre sur des problématiques telles qu'Enterococcus ou Salmonelle qu'il est nécessaire d'avoir une approche globale. Donc on va la voir sur la slide. Donc l'idée c'est d'orienter positivement l'environnement de l'animal en inoculant donc du Lalfim Pro, donc une flore de barrière sur les surfaces du bâtiment de façon à orienter le milieu dans lequel vivent nos volailles. Donc ça c'est le Lalfim Pro. C'est exact. Et en même temps, on va piloter, orienter le microbiote en fait de nos volailles avec un probiotique, donc notre levure vivante Levucel SB, afin de prévenir le développement et l'excrétion des opportunistes. D'accord. Alors le Levucel SB, vous venez de nous dire que c'est un probiotique. Serge, expliquez-nous. Qu'est-ce que c'est un probiotique? Comment ça fonctionne? Un probiotique, c'est soit une bactérie ou une levure vivante. En l'occurrence, ici, le Levucel SB, c'est une levure vivante qui va avoir 3 modes d'action sur le microbiote. Le premier, c'est que cette levure, quand elle rentre dans le tube digestif, elle consomme l'oxygène. Ah, ça me paraît intéressant. On rejoint un petit peu ce que disait Sébastien. Et donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que ce milieu anaérobie va limiter le développement des pathogènes. Et au contraire, stimuler les bactéries, notamment les bactéries de type lactique, qui sont anaérobies strictes et qui vont pouvoir se développer. Et après, c'est tout un phénomène, en fait, de bonnes et de mauvaises bactéries. Quand on a plus de bonnes bactéries que de mauvaises, on a un microbiote sain. D'accord. Le deuxième mode d'action, c'est la stimulation de l'immunité. D'accord. Cette levure va pouvoir se fixer sur les macrophages et stimuler la production d'anticorps. Le troisième mode d'action, qui est en 2 parties, se fait par le fait que cette levure va en fait augmenter la hauteur des villosités, donc augmenter la surface d'absorption pour les nutriments. D'accord. Et derrière, améliorer la digestibilité. Et on a aussi un phénomène très intéressant, c'est ce que disait tout à l'heure Sébastien, c'est que cette levure va limiter les translocations bactériennes. Donc le passage des bactéries à travers la paroi intestinale et elles peuvent se retrouver dans le sang. Bon, donc on a vu que les effets sont multiples, ils sont très intéressants. J'aimerais, Serge, qu'on revienne sur l'effet consommation d'oxygène dans l'intestin de la volaille, parce que j'ai bien compris que c'était le cœur de la guerre, entre guillemets. Donc, s'il n'y a plus d'oxygène, ça va favoriser les bonnes bactéries. J'ai bien compris, le principe, c'est ça. Alors, une fois que j'ai compris ça, comment est-ce qu'on peut en être sûr que ça marche? Est-ce que vous pouvez nous le prouver? Oui, par un test très simple qui s'appelle le test résazurine. En fait, la résazurine, c'est un colorant qui est bleuté. Oui. On va voir la vidéo. On a une vidéo, je crois. Oui, tout à fait. Et donc, en fait, cette levure, ce colorant, quand en fait l'oxygène diminue, il va changer de couleur. Qu'est-ce qu'on voit là à l'écran? Alors là, on voit 3 tubes à essai. Donc à gauche, le colorant avec le Levucel SB. Au milieu, le colorant avec le témoin. Donc il n'y a rien en fait, il n'y a que juste le colorant. Et à droite, le colorant avec la levure concurrente.
Et en fait, ce qu'on va voir, c'est que progressivement, vous allez voir à gauche, assez rapidement, entre 10 et 12 minutes, on commence à avoir une décoloration du colorant de la couleur bleue à la couleur rose, ce qui signifie que la consommation d'oxygène diminue. D'accord, donc là, l'EVUCL-SB à gauche, il est devenu rose, c'est ça. Et au milieu, vous voyez que le témoin, il bouge pas. Il bouge pas, et normalement. que la levure concurrente, ça va commencer à se décolorer, mais au bout de beaucoup plus tard. Oui, 2 fois plus tard. Donc votre LEVUCL-SB, il agit vite. Tout à fait. Il agit bien, il prive d'oxygène. D'ailleurs, c'est comme ça que nos levures sont sélectionnées sur leur vitesse à consommer l'oxygène. D'accord, très bien. Merci beaucoup pour ce test, c'était extrêmement intéressant. Alors ok pour la consommation d'oxygène, c'est efficace, mais Sébastien, sur les pathogènes, quel résultat pour l'EVUCL-SB? On a une étude réalisée sur du poulet standard de 35 jours qui montre, donc élevé en contemporain, donc dans les mêmes conditions avec le même aliment, qui montre une forte réduction de l'abondance Enterococcus. On va le voir sur le graphique. Donc vous voyez sur la colonne de droite, on a une forte réduction. Ah oui, le témoin est à gauche et à droite, c'est la présence de Enterococcus. C'était mesuré en fait dans le contenu intestinal, des poulets qui ont été supplémentés en LEVUCL-SB. Ah oui, donc on voit bien la différence, c'est 100 millions de fois moins. C'est bien ça. D'accord. Alors, et sur cette même étude, on a vu une augmentation importante en fait de nos bonnes bactéries, donc celles productrices de butyrate, d'acides gras à chaîne courte. Donc on voit de la même façon, donc vous avez le témoin à gauche et la colonne bleue, donc représentant l'abondance sur les poulets ayant reçu du LEVUCL-SB. On voit que ça a été multiplié par 4,5. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que ces familles de bactéries sont très sensibles à l'inflammation. Donc ça traduit bien l'effet du LEVUCL-SB sur la réduction d'inflammation intestinale. Et l'autre bénéfice, donc ce sont des populations productrices d'acides gras à chaîne courte, donc qui vont contribuer à un apport d'énergie supplémentaire pour la croissance. Donc c'est toujours utile évidemment pour nos volailles en croissance. Serge, est-ce qu'on a aussi des résultats sur les performances zootechniques? Oui, on va avoir des résultats, notamment on a une méta-analyse sur 24 essais. Et 1,5 million de poulets où on voit effectivement qu'on a des améliorations de performance. Donc là, vous voyez... Alors on va le voir à l'écran. Voilà, on va voir la slide qui apparaît à l'écran parce qu'elle n'est pas encore là. Elle va apparaître. C'est ça que vous vouliez nous montrer. Oui, c'est ça. Donc il y a 3 graphiques. Donc vous voyez à gauche qu'on voit qu'on améliore le poids vif de manière significative. Vous voyez... les poulets supplémentaires en LEVUCL-SB avec... une augmentation de 1,75% si je l'ai bien. C'est ça, tout à fait. Okay. Sur le graphique du milieu, on voit qu'on améliore l'indice de consommation de 4 points. Ah oui, ce qui est pas rien. Oui. Et on arrive à baisser la mortalité en moyenne de 19%. Ah oui, donc c'est quand même extrêmement intéressant. Je vois toujours sur cette slide qu'on voit à l'écran, gardons-la, je vois à droite une sorte d'estampille là pour la salmonelle. C'est bon aussi sur les salmonelles? Oui, tout à fait. Alors pourquoi cette estampille-là? Parce que tout simplement, le LEVUCL-SB, c'est le seul additif autorisé dans l'Union européenne pour la lutte des salmonelles et notamment la réduction de salmonelles sur la contamination des carcasses. D'accord. Et donc, effectivement, on a des résultats sur du canard. D'accord. Alors là, c'est un graphique qui est très intéressant, parce que vous voyez à gauche, donc c'était un site où il y avait 4 bâtiments. Donc vous voyez à gauche... Oui, c'est une drôle de graphique, il n'y a rien au milieu, par exemple. Oui. Tiens, alors dites-nous, qu'est-ce qu'on voit à gauche? En ordonnée, en fait, on voit qu'il y a 4 bâtiments qui sont... contaminés en salmonelle. De salmonelle. Et il n'y a pas de LEVUCL-SB. D'accord. Et après, on voit plus rien. C'est-à-dire que les lots suivants, on a mis du LEVUCL-SB sur les 2 lots suivants, et on voit qu'il n'y a plus aucun bâtiment contaminé. Ah oui, quand même, plus rien du tout. C'est pour ça qu'on voit aucune colonne au milieu. Tout à fait. On est bien d'accord. Par contre, je vois quelque chose à droite. Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est que dès qu'on arrête le LEVUCL-SB, à nouveau, il y a 3 bâtiments contaminés sur 4. D'où l'intérêt de maintenir le LEVUCL-SB en continu, même sur des sites à risque, certes, mais aussi en continu pour améliorer les performances. Alors, on va demander à Sophie de nous rejoindre. Elle va venir en plateau dans quelques minutes. Ça fait beaucoup de choses dans ce webinaire. Sébastien, pour conclure, pouvez-vous nous rappeler tous les avantages du LEVUCL-SB à la fois en élevage et à l'abattage? Alors oui, effectivement, avec le LEVUCL-SB, on a des bénéfices, Serge les a décrits, sur les performances, qui sont robustes, que l'on confirme régulièrement sur le terrain, qui sont liés à une meilleure santé des animaux, donc on l'a vu, donc qui se traduit par des signes visibles. Donc les signes visibles, c'est une meilleure qualité de fiente, une meilleure qualité de litière, donc moins de pododermatite aussi.
Et on a des effets sur la durabilité, puisqu'en réduisant l'indice, on participe aussi à ces critères importants aujourd'hui. Et on a des effets sur la démédication, donc on utilise moins d'antibiotiques. Et on a également des effets, vous l'avez dit, à l'abattoir. Hein. Et oui. Donc sur la sécurité alimentaire, Serge a décrit l'effet sur les salmonelles. Donc puisque le Levus LSB a dans son autorisation une allégation sur la réduction des contaminations de carcasses par salmonelle. Et oui. On a également des données sur Campylobacter, sur la réduction des colis, donc ce qui permet de participer à la réduction des saisies liées aux lésions cutanées infectieuses. Et puis des animaux en bonne santé, c'est aussi des lots plus homogènes. Bon, donc ça fait beaucoup d'avantages. Merci d'avoir résumé ça parce qu'on avait dit beaucoup de choses dans ce webinaire. On accueille donc maintenant sur le plateau d'Hello Santé Nutrition Sophie Huppert. Bonjour Sophie. Bonjour. Vous travaillez au service marketing de l'Allemand Animal Nutrition. C'est vous qui avez discuté par le chat, via le chat avec vous, les internautes qui nous regardaient en direct. Est-ce qu'on a des questions? Y a-t-il une première question que vous voudriez nous communiquer? Oui, on a quelques questions. On va commencer par comment la levure peut rester vivante après la fabrication. Qui veut répondre à ça? Alors, Sébastien. C'est une question intéressante. Effectivement, les aliments de nos volailles de chair sont majoritairement présentés sous forme de granulés ou de miettes. Oui. Et ils ont donc dans leur process de fabrication une étape à haute température, donc qui pourrait affecter la viabilité de les levures. Chez l'Allemand, on a développé une technologie de micro-encapsulation qui s'appelle la technologie Titan, donc une technologie brevetée. Technologie de Titan. C'est ça le nom de votre technologie. Hein. Titan. Moi, elle est costaud celle-là. Et elle vient protéger donc la levure, donc pour permettre de conserver sa viabilité au cours des différents process de fabrication et notamment lorsqu'elle est exposée à des températures élevées. Et ce qui permet de garantir la bonne quantité de levure vivante dans le tube digestif des animaux. Parce que l'objectif, c'est qu'elle soit bien vivante dans le tube digestif et qu'elle meure pas dans le transport. Hein, on est d'accord. Et avec votre technologie Titan, vous pouvez le garantir. On est d'accord. Sophie, une autre question? Oui. Alors, pendant ce webinaire, on a parlé donc d'enterococcus et de salmonelle. Est-ce que, du coup, la question c'était, est-ce que notre levure Levus LSB a aussi une influence sur Campylobacter, par exemple? Qui veut répondre à ça? Serge, Campylobacter. Oui, Campylobacter, en fait. Rappelez-nous ce que c'est d'abord d'un mot. C'est une bactérie qui va provoquer une zoonose, qui est la première zoonose dans l'Union européenne. Ah, une zoonose? Oui, c'est la campylobactériose. D'accord. Et en fait, c'est une bactérie qui est dans le tube digestif, mais au moment de l'abattage, si l'éviscération se fait mal, la bactérie peut se retrouver sur les carcasses et donc contaminer le consommateur. Le consommateur, zoonose, hein, animal, humain, tout même combat, j'allais dire, on serait contaminés tous. La salmonellose, c'est la deuxième zoonose dans l'Union européenne. La campylobactériose, c'est la première. Donc c'est important. D'accord. Et là, ça agit donc? Et effectivement, oui, on arrive avec le Levus LSB à diminuer la prévalence de 50% en 10 jours et de complètement l'éliminer en 15 jours. Ah oui. Donc vous avez des bons résultats aussi, des très bons résultats sur Campylobacter. C'est des résultats qui ont été publiés. D'accord, des résultats étayés et scientifiques. Sophie, y a-t-il une autre question? Il y a d'autres questions qui sont en train d'arriver. Il y en a une où on repart un peu plus sur l'approche globale, notamment sur l'Alfilm Pro, notre produit. Donc, quelles mesures sont faites pour montrer les effets induits par l'utilisation du produit de l'allemand sur la litière? Ah, est-ce que vous avez des infos là-dessus? Qu'est-ce que ça fait sur la litière? En bien et en mauvais, si je comprends bien, hein, les effets induits. Sur la litière, en fait, on va orienter positivement le milieu. Donc, on va orienter également les fermentations. Ce qui permet de limiter les fermentations protéolytiques, hein, donc celles qui vont dégager de l'ammoniac. D'accord. Ça limite, c'est bien ça. Donc ça permet de limiter. Alors il y a les odeurs et puis il y a l'aspect santé de l'animal, puisque s'il est moins au contact effectivement de ces gaz, donc il y a un effet, un bénéfice sur sa santé respiratoire. Voilà, donc on va orienter positivement les fermentations et orienter positivement son environnement, donc qui sera, on a vu, hein, pour la construction de son microbiote dans son environnement, qui sera plus positif. D'accord. Je voudrais rajouter une chose, c'est que sur ces produits environnement, on en fait deux produits. On a l'Alfilm Pro, qui va plutôt être orienté sur les flores, enfin sur les surfaces du bâtiment. Et on a un autre produit... Sur les murs, par exemple. Voilà, tout à fait, en pulvérisation. D'accord. Et on a un autre produit qui s'appelle le Manure Pro, qui est plutôt orienté sur les litières. D'accord. Donc en fait... C'est pas le même milieu, hein. C'est pas tout à fait le même milieu, mais en fait, le Manure Pro, c'est le Alfilm Pro, plus des enzymes
qui vont dégrader les sucres fermentescibles et transformer la matière organique. D'accord. Eh ben parfait, réponse complète. Y a-t-il une autre question, Sophie? Il y en a une autre. Quelles sont les vigilances à prendre en compte pour les traitements de l'eau de boisson et dans l'eau en général? Alors, Serge. Alors sur le levure CLSB, il n'y a pas de problème dans la mesure où ça se met que dans l'aliment. Par contre, on a d'autres probiotiques qui vont être plutôt orientés sur la partie pondeuse, comme le Bactocell, et on a une forme drink. Et là, effectivement, si on le passe dans l'eau de boisson, il faut éviter tout ce qui est peroxyde d'hydrogène. Le chlore, pas de problème, on peut aller jusqu'à 5 ppm, mais pas de peroxyde d'hydrogène. Par contre, si vous passez dans l'aliment, quel que soit le produit que vous passez dans l'aliment, il n'y aura pas d'interaction avec ce que vous mettez dans l'eau. Sophie, y a-t-il une autre question? Ou pas encore? Pas encore. Pas encore. Moi, j'en ai une. Une petite question sur le retour sur investissement. J'aimerais bien savoir, tiens, parce que ça, c'est un coût quand même. Quel est le retour sur investissement, Sébastien? Alors, retour sur investissement, alors ça dépend effectivement du niveau de problématique sur l'élevage, mais on mesure en général entre 3 pour 1, c'est-à-dire pour 1 euro investi, on récupère entre 3 et 4 euros avec le levure CLSB. D'accord. Pour 1 euro investi, on gagne derrière 3 ou 4 euros sur les performances. Donc on a gagné au total 2 ou 3 euros. C'est ça. Et plus, si on a une problématique, par exemple, Enterococcus, on est obligé de traiter, là on aura un retour sur investissement qui sera plus important. Encore plus important. Serge? Et d'ailleurs, le retour investissement, il est d'autant plus important que vous maintenez la levure sur tout le cycle de la volaille. Certains veulent l'utiliser sur démarrage croissance. Oui. Bah, ça coûte moins cher. Oui, mais le retour investissement est plus important si vous faites démarrage, croissance, finition, retrait. D'accord. D'où l'intérêt. Il faut faire le cycle total. Tout à fait, oui. Sophie, y a-t-il une autre question ou c'est fini? Il y a des questions qui sont arrivées, mais c'était en rapport avec votre discussion, donc je pense que les gens ont eu leur réponse. Oh, ils ont leur réponse. Eh ben, on peut terminer là-dessus. C'est parfait. Je vous remercie tous, évidemment. Merci Serge, merci Sébastien, merci Sophie. C'est la fin de ce webinaire. Bonne journée à vous tous dans vos élevages et à bientôt sur Hello.